il écrit Kabila Mandombe. En écriture Mandombe, on peut faire l'analyse de chaque syllabe par famille, par position ou par angle. Si par exemple là, on a cette syllabe, on peut savoir exactement de quelle position est-elle. Par exemple, si je demande à Baboli, elle est de quelle position cette syllabe? Voilà. Position Kandu. De quelle famille? Pakundu, parce qu'il s'agit de 5. Et de quel angle? 45 degrés, c'est juste 45 degrés. De même ici, on sait que c'est la position toujours Kandu, famille Pakundungu, et l'angle de 0 degrés. Ainsi de suite. Troisième particularité, nous allons vite. Si j'écris ce son, en fait, c'est non. On prend un enfant né en France, qui a 10 ans, 15 ans, il nous dira Jeba, Jebo. Si on donne le même mot à un enfant qui est en Allemagne, on lit des livres, il va nous dire, si un enfant est germanophone, il va nous dire Guba, Gubo. Or, en écriture Mandombe, le G n'est pas une lettre. C'est juste une occlusion. En fait, il s'agit juste d'une occlusion, comment je dirais, d'une occlusion buccale. En fait, c'est comme si on écrivait bas et on faisait un blocage. On rajoute juste un petit trait pour montrer le blocage. Donc, on bloque. Au lieu de dire bas, on dit bas. Donc, c'est juste d'une occlusion buccale qu'on appelle kikab. Donc, si on va écrire babo, on va écrire comme ça. Donc, l'écriture Mandombe respecte même le ton des langues, que ce soit la langue Mwandi ou la langue ivoirienne. Troisièmement, je vais vous dire, qui peut m'écrire Faba, 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 Faba. C'est un son yandi. Donc, si on demande à un belge ou un flamand, il ne pourra pas l'écrire. En fait, c'est comme s'il y a une crevaison de pneus. Fort, fort. Donc, on écrit d'abord la syllabe le pont, à laquelle on ajoute juste un petit élément pour démontrer qu'il y a un passage d'air. Donc, il y a comme s'il y a une crevaison de pneus. Fort. Donc, en fait, ça peut faire un peu pour le F. Et puis, on ajoute bas. Ça fait fort. C'est juste un son yandi. Donc on appelle ça Kikakidi, là, c'est ce qu'on a ajouté. Je résume le Mandombe. Le Mandombe s'articule en fait en gros autour de 7 éléments de base qui constituent sa structure initiale. En fait, il s'agit de Pakundungu, de Ikamu, de Mba, Boué, Eka, Bo, Lourou. Excusez-moi, j'avais oublié de vous dire en fait comment je dirais, la dénomination, d'où vient cette dénomination en fait de A qu'on appelle Mba, Boué qu'on appelle E plutôt qu'on appelle Boué, I qu'on appelle Eka, O qu'on appelle Bo, et puis U, Lourou. En fait, Papa Kimba a été arrêté en 1948 dans 5 villes différentes. En 1948, il était encore en prison. Alors lui-même était en prison en 1948. On a arrêté 6 Simon Kimbangu à l'extérieur de la prison. On les avait arrêtés dans la ville de Mbandaka, il a pris le préfixe Mba, dans la ville de Bouende, Bo, dans la ville de Kafela, Eka, dans la ville de Bolobo, Bo, et dans la ville de Lumbashi, Lubumbashi, Lubu. Donc, voilà comment il a dénommé ces voyelles. En gros, la structure de Mandombe n'a que 7 éléments. Donc, on revient encore à la même chose. De 7 visions et miracles, il a vu 2 éléments de la révélation. Et ces 2 éléments de la révélation, on laisse une écriture à 7 variantes. Donc vous venez de découvrir juste la graphie Mandombe. La graphie Mandombe permet de lire et d'écrire des langues négro-africaines en respectant leur système linguistique.
Mais au-delà de l'art et de la science, au-delà de l'art, au-delà de la graphie, le mandombe est aussi un art et une science. Et l'art et la science qui résultent du mandombe trouvent ses applications dans divers domaines scientifiques et littéraires. Si on regarde très bien, toutes les sciences, je dirais même la majorité des sciences, ont été déjà revisitées par le mandombe. Ainsi, les possibilités d'utilisation des éléments de départ du mandombe, à savoir Fakundu et Pelekete, sont multidisciplinaires et puis multidimensionnels. Toujours en parlant de ces deux éléments, il a créé, enfin, il a survolé la géométrie qu'on a vu tout à l'heure, l'art plastique, l'architecture, la mécanique, la littérature, beaucoup de choses. Je vais vous donner juste un exemple. Une fois dans la nuit, papa qui est venu visiter au Abelade, il lui a dit, avec ce que tu as, si tu trouves mon pied, tu me trouveras. Qu'est-ce que j'ai? En fait, en gros, au départ, il n'y avait que deux éléments. Alors, il lui a dit, si tu trouves mon pied, tu me trouveras. Il part juste de la grille qu'il a trouvée. Et il en extrait une graphe. Il se dit, c'est ça le pied. En prenant les éléments qu'il lui a dit, avec ce que tu as, si tu trouves mon pied, tu me trouveras, il prend le premier élément. C'est le chiffre 2, auquel il ajoute le pied. Il continue toujours avec le chiffre 2. Il ajoute le pied. Il passe par la rotation, au sens inverse. Il ajoute le pied par la rotation. Il passe par la symétrie. Donc, il ajoute le 5. Le pied. Le 5. Le pied. La rotation. La rotation et ceci. Qu'est-ce que vous voyez? Un arbre. Un homme. Un homme. Donc, partant de ce qu'il a trouvé, eh bien, on peut en faire beaucoup de choses. On peut les utiliser pour faire des motifs décoratifs, des moquettes, des pagnes, des boubous, des tapis, et j'en passe. Voilà un exemple. Toujours en partant de on peut faire ces beaux motifs pour faire des rideaux, des pagnes, des consorts, tout ce qu'on veut. Toujours en partant des éléments qu'on lui a donnés, mais il prend juste un petit graphe, donc le A, il ajoute la voyelle, le 2, la voyelle, rotation, la voyelle, symétrie, pas comme nous, la voyelle, rotation du 5, est-ce que vous pouvez voir, que vous pouvez dire, enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire à partir de ces dessins. Une maison, donc il s'agit juste d'une façade architecturale. Donc, ce que nous venons de voir, on appelle ça Kimbangula. Kimbangula, c'est juste l'art de dévoiler ce qui est caché. Et Kimbangula, c'est un cours. Donc, c'est un cours d'art mando, mais on appelle Kimbangula. C'est un cours
de 24 séances qui enseigne comment partant des 2 éléments d'existence Mandonbe, créer, inventer, en émettant par exemple, en faisant des dessins scientifiques, des théorèmes, des énoncés, des principes. Voilà en gros en fait le Kimangula. Avant dernière chose, je vais parler juste dans la littérature de ce qu'on appelle Vilu, ou bien l'art sacré des permutations de mots. Prenons cette syllabe. C'est bas. Si nous faisons sa rotation, cette syllabe nous donne da. Sa symétrie nous donne ga. Et sa rotation nous donne fa. Ainsi de suite. On peut soit passer par le sens de l'aiguille d'une montre ou le sens inverse. Alors, cette façon de voir des choses, si nous prenons la langue Congo, prenons par exemple Mbata. Mbata qui veut dire juste soit main, soit pomme de main. Si nous faisons sa rotation, on donne Tamba, qui veut dire présenter la main. Quand on présente la main, soit on va vous serrer la main pour vous dire bonjour, soit on va vous donner quelque chose. Donner, ça veut dire Kaba. Et en faisant la rotation de Kaba, on donne Baka. Baka veut dire prendre. En fait, quand on vous présente la main, c'est qu'on vous donne quelque chose que vous prenez par la main. Ou de la main, vous prenez ce qu'on vous a donné parce qu'on vous a tendu la main. Premier exemple. Deuxième exemple. Je vais effacer là. Deuxième exemple. La marchandise, à qui comme on dit, une marchandise ou bien un tas de marchandises. Écoute. Quand on fait sa rotation, ça nous donne le tas. Ça c'est la marchandise, tas c'est l'argent. Quand on a, moi je mis l'argent du départ en fait, le prix, par exemple le prix d'achat, on achète la marchandise, pour pouvoir vendre on a l'argent, donc le prix de vente. Mais il y a une différence entre le prix d'achat et le prix de vente qu'on appelle bénéfice. Qui veut dire, comme on loute, bénéfice. Quand on fait la rotation de luta, ça nous fait table, qui veut dire prix. Donc, quand on vend la marchandise, c'est pour avoir l'argent, en ayant dégagé un bénéfice, puis précisément en ayant fixé un bon prix. Un bon prix de la marchandise. Ou avec la marchandise, on fixe le prix qui nous donne des bénéfices comparativement à l'argent mis au départ et l'argent de la vente. Alors, la question est de savoir, est-ce que nos ancêtres, en créant la langue Congo, avaient-ils dans la tête la notion du principe de miroir et d'optique? Personnellement, je ne pense pas. Je ne crois pas. Mais comment nos ancêtres respectaient-ils ces principes en utilisant ou en digitant la langue? Et comment nous continuons à respecter ces principes? Alors que l'écriture n'a que plus de 30 ans et la langue est déjà à des milliers d'années. Il faut trouver qu'est-ce qui s'y cache. Et aujourd'hui, l'Académie Mandonbe, le centre de recherche de l'écriture Mandonbe, a déjà trouvé plus de 1000 mots qui respectent le principe de miroir et d'optique.
Je vais donner encore un dernier exemple pour le mot. Par exemple, si nous avons compas. Sa rotation nous donne pas. Compas, ça veut dire collecte, pas goût, impôt. Donc on fait que la collecte des impôts. Même avec la symétrie, on peut trouver aussi le mot Congo qui reflète la symétrie ou la rotation ou les deux à la fois. Bon, je vais juste finir avec ça. Nous avons vu précédemment les clés de la première famille Bakondongo et les clés de la famille Penekete. Si nous attachons ces clés, nous avons ceci. Et en ayant fait ceci, en ayant fait cette attache, l'inventeur a trouvé qu'ici, il s'agit, ce rectangle est tout autre qu'un piston. Il est très vertical. Est une bielle. Et les traits horizontaux est un vilebrequin. Pour se rendre compte qu'il s'agit réellement de piston bielle et vilebrequin, il passe à la deuxième attache. À la deuxième attache, le piston qui est projeté vers le haut, par rapport à, si on voit visuellement, le piston qui est projeté vers le haut est réellement relié par un vilebrequin plutôt, par une bielle. Et ce vilebrequin, si on remarque très bien, ce vilebrequin a des encoches. C'est ça les encoches, qui fait un mouvement circulaire, qui provoque un mouvement alternatif de va-et-vient du piston, et ce piston décrit une transmission de mouvement. Et si on passe à la troisième attache, on voit qu'ici il n'y a plus d'encoches, les encoches disparaissent. Et à la troisième étape, le piston est dégagé. En fait, il s'agit de la mécanique automobile, les 4 temps du moteur. On revient à la première étape. Ici, le piston qui est assis au point bas, après avoir admis ou aspiré l'air frais. On appelle ça en mécanique la dimission, premier temps du moteur. Ici, le piston monte en comprimant l'air aspiré. Au premier temps, on appelle ça la compression. Troisième étape. Ici, les encoches disparaissent. Donc, ça veut dire que les soupapes sont fermées. Il n'y a plus sortie ni entrée du mélange gazé dans la chambre à combustion. Et pendant cette étape que le carburateur envoie le mélange gazé dans la chambre à combustion et les bougies lancent les intercelles qui brûlent le mélange gazé. Et d'où il y a augmentation du volume d'air dans la chambre de combustion due à la brûlure. Donc il y a explosion. Ce qu'on appelle quatrième étape du moteur, explosion. Par contre, en revenant encore ici, j'avais oublié une chose en fait quand j'avais fait mon tableau. Vous m'excuserez. Il avait remarqué qu'il y avait Q, X, et C et J. En fait, dans la langue Congo, ces lettres n'existent pas. C'est la raison pour laquelle il n'a pas utilisé ces temps. Il n'a pas utilisé les 4 éléments. Toujours en se référant en fait, dans la tradition Congo. En fait, c'est comme si le premier étape d'où est sortie la première clé, en fait, il s'agissait juste des jumeaux, Timba et Nzuzi. Dans la tradition Congo, les jumeaux, ils appellent les Timba et Nzuzi.
Et les 4 naissances qui suivent les jumeaux sont des naissances sacrées. Donc, celui qui naît après, ou ceux qui naissent après Timbainzouzi, les jumeaux, on l'appelle Landu. Après Landu, Lukombo. Après Lukombo, Tsukula. Après Tsukula, Katumbo. Or, Katumbo, comme c'est le dernier né des sacrés, on utilise par cet enfant choyé. Imaginez, je m'appelle Obama. Mon premier, mes jumeaux, je l'appelais Nzouzi Obama, un Timba Obama. La deuxième naissance après les jumeaux, je suis obligé de l'appeler Obama Land. Après, ça sera Obama. Nkombo, Tsukula, Katumwa. Mais par après, s'il y a d'autres naissances, je peux donner le nom que je veux. Je peux donner Obama, Kimbangu Obama, Mandombe Obama, que sais-je. Donc, c'est même principe de dénomination, on le retrouve ici. Ici, on a des jumeaux. Nzouzi et Timba. Timba vient du mot Timba, ou du verbe Timba, du mot Timba, qui veut dire attaché. C'est la raison pour laquelle ils sont attachés. Or, après les jumeaux, l'étape qui vient après, enfin, les jumeaux c'est l'âme, et l'étape qui vient après c'est l'âne. Donc l'étape suivante, l'anda qui vient de l'âne. Donc suivre. Et puis l'étape d'après, c'est le combo. Or, qu'est-ce qui se passe le combo? Ça veut dire juste le balayage. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre à combustion? Il y a balayage. Et puis après balayage, il y a Ntsukula, nettoyage. Et dans la chambre à combustion aussi, il y a le nettoyage. Les mélanges gazeux sortent de la chambre à combustion. En fait, ces 4 nominations, ces 4 termes-là, nos ancêtres n'ayant pas une écriture, ils nous ont pas pu nous donner les secrets. En fait, c'est un code secret. Et c'est à travers la mécanique qu'on a compris les codes secrets de ces 4 termes. Donc, il nous appartient, surtout à chaque chercheur, de chercher dans son domaine en fait, de prédilection, en utilisant les pistes et les possibles nombres pour inventer, créer et transformer. Donc, je m'arrête là et je vous remercie beaucoup. Adrien. Eh bien, Batouming Bazali Amsuna Mituna, et bon garder Mituna Bobo Sanate Boko Marango. Nasuka Torozoma discussion, échange, puis Batouza une occasion à poser Mituna Marango. Si Koyo Toleki na partie culturelle, na scientifique, bien sûr, il avait déjà introduit un peu de ça ici. Donc, à part culturel et évolution scientifique, nous allons commencer par, la présentation de notre frère Papa Malodi Sébastien. Papa Malodi Sébastien est membre du Sénat en France. Il a présenté une contribution sur Mandombe outil de la révalorisation de l'identité culturelle de l'homme noir. Ici, quand il y a des gens qui ont français, ce qui c'est l'identité à l'homme noir et madame. Bonjour à tous. Eh bien, nous allons passer à l'apport culturel de l'écriture mandombe. Si je dis culturel, je fais ici allusion à la pensée et à la réflexion. Bien sûr qu'on nous a montré ici des graphiques faisant allusion à l'art aussi. C'est aussi la culture. Mon exposé, qui sera très court, sera basé sur 4 éléments. 1. Les basiques d'une civilisation. 2. Simon Kimbangu et la libération de l'homme noir. 3. Le cas de l'écriture mandombe. Et 4. La conclusion. Si nous parlons des basiques d'une civilisation, au départ, si on observe les grandes civilisations, on verra qu'elles sont basées sur le sacré. Il y a d'abord un prophète qui arrive,
qui déclenche un mouvement, le mouvement engendre une religion, et les religions basculent sur les églises. Alors, quand le prophète arrive et enclenche cette dynamique-là, il y a 5 éléments qui se dégagent. 1, il a une langue dans laquelle il est inspiré. 2, il y a une religion qui sera la base même de son action. 3, il doit y avoir un calendrier pour agencer toute la mécanique. 4, il faut une écriture pour transposer tout cela. Et 5, le bénéfice des bénéfices, c'est les inventions. Alors, Papa Simon Kimbangu est né en 1887, c'est-à-dire 2 ans seulement après la conférence de Berlin. La conférence de Berlin vient de diviser son pays, le Congo. Il revient, il dit Kintoa a dit, c'est-à-dire remettez-moi mon Congo entier. Là, la signification de Kintoa. Mais si nous observons, à ce moment-là, le Congolais, l'homme noir tout court, était pensé par les autres. Nous avions une religion d'emprunt, une langue qu'on viendra nous imposer aussi, dans chacun des pays, un calendrier imposé qui n'est pas le nôtre, une écriture imposée qui n'est pas la nôtre, les inventions, 0. C'est logique, parce que ça ne respecte pas, il manque une corrélation de cause à effet. Quand vous avez tout qui est d'emprunt, c'est logique que vous ne puissiez pas inventer, que vous soyez pensé par l'autre, que vous deveniez des esclaves, que vous deveniez décolonisés. Aujourd'hui, nous parlons tous de la décolonisation, de l'indépendance, de ceci, de cela. Alors, nous, on est des marxistes. Les autres, non, nous, on est des libéraux. Tout ça, nous sommes en train de nous foutre des trucs dans la tête, tout en sachant que ce n'est pas les nôtres, ce n'est pas notre sacré. Alors, Papa Simon Kimbangu arrive. C'est vrai, on l'appelle le prophète, sauveur, Mvoulouzi. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Il se met à lutter. Comme beaucoup d'autres ont lutté. On a connu les luttes de Toussaint Louverture, on a connu les luttes de Marcus Garvey, on a connu les luttes de Patrice Emery Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Sankara. Eh bien, Papa Simon Kimbangu lutte. Mais ce qu'on va remarquer comme différence, c'est que non seulement il lutte, non seulement il donne les promesses, mais il vient les réaliser. C'est-à-dire, en 1921, il dit « Je vais vous apporter une écriture que je viendrai moi-même vous inspirer. » Et nous avons vu ici, dans ces éléments-là, on a vu que en 1978, eh ben, il vient inspirer l'écriture promise en 1921. Il vient l'inspirer à David Abeladio pour lui dire « Avec ces 2 chiffres-là, eh ben, vous ferez des merveilles. » Nos merveilles à nous, c'est quoi? C'est le développement. Nous attendons, tous nous attendons le développement. Alors, Simon Kimbangu lutte. Je ne veux pas rappeler ici tout ce qu'il a fait. Et il nous apporte l'écriture Mandombe. Aujourd'hui, l'écriture Mandombe est là. Vous venez de le voir. Il a beaucoup d'éléments.
à chacun, dans son domaine, de voir comment il peut rentrer, comment il peut trouver. Mais tous les éléments que je viens de citer, la religion, la langue, le calendrier, l'écriture et les inventions, normalement pour une civilisation qui se respecte, tous ces éléments-là doivent être en harmonie. Parce que ça a été, au fait, ça vient des dieux. Puisque c'est le prophète ou l'envoyé de Dieu qui est venu l'inspirer. Alors tout doit découler de cette lignée-là. Que ce soit la constitution d'un pays, elle doit découler de votre religion. Je sais qu'on me dira que bon, sinon, c'est une dérive, sectaire, comme on dit. Pardon? L'abus des termes sectaires. Oh, voilà. Mais, en tout cas, si on observe les grandes civilisations, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Alors, le cas de l'écriture mandomé, ben, l'écriture mandomé est arrivée et on observe. Bon, c'est vrai que en Afrique, il y a aussi certaines écritures. Mais l'écriture mandomé a une particularité. C'est-à-dire qu'elle traduit toutes les phonétiques de l'Afrique en entier. Si vous allez dans www.mandombe.info, vous allez voir beaucoup de langues africaines dont les mots, les phrases, les textes sont traduits en mandombe. Donc cela veut dire que c'est une écriture qui génère, c'est une écriture qui fédère les Africains, les Noirs. Alors, pour aller vite vers la conclusion, nous allons dire ceci, que si on voit une voiture passer, si on voit, je ne sais pas moi, l'appareil ici devant moi, il n'y a que son fabricant qui peut délivrer la notice d'utilisation de cette machine-là. Et il n'y a que ce fabricant-là qui peut en assurer le service après-vente. Et si on observe aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu est venu livrer l'écriture et il est toujours derrière. Il est toujours derrière. À chaque moment, ça dépend de lui. Hein. Il est souverain. Mais il vient toujours insuffler une révision, il vient toujours insuffler une idée nouvelle, il vient toujours insuffler un aperçu nouveau. Amélioration. Voilà, il vient toujours améliorer. Alors, en guise de notre conclusion, nous allons dire ceci, que tout ce que nous attendons, c'est le développement. Et nous invitons l'intelligence ici présente plutôt, de bien vouloir penser, mais alors bien penser. Parce que nous avons souvent été embobinés, nous avons souvent été... j'ai connu un livre qu'on appelait au pays « Au gré des vagues ». Et nous, on allait au gré des vagues. On nous amène à gauche, on y est. Ah ouais, oh, y a biso, y a moi. On nous ramène à droite. Non. Nous avons notre propre civilisation. Eh bien, nous ne pouvons rien avoir si nous ne sommes pas en harmonie avec notre propre sacré. Cela est vrai pour nous. Cela est vrai pour les Occidentaux. Cela est vrai pour les Orientaux. Et cela est vrai pour toutes les civilisations. Mais on n'empêche pas aux autres de se développer. Mais ne pas se développer aux dépens des autres. Ne pas s'enrichir sur le dos des autres. Enrichissez-vous parce que vous établissez votre commerce, mais ne vous enrichissez pas sur le dos des autres. Alors, une équivoque à lever,
quand nous disons Papa Simon Kimbangu est venu pour l'homme noir, papa, non. Ce n'est pas une question de xénophobie. Simplement, c'est vrai qu'il est venu pour l'homme noir parce que l'homme noir était vraiment sur le bas de l'échelle. L'homme noir était, ils étaient tous à l'école, eh bien, il était sorti de l'école. On l'avait renvoyé. Papa Simon Kimbangu est allé le chercher pour le remettre à l'école, en classe avec les autres. Et de là, pour qu'il redevienne le chef de classe, et qu'il émerge avec les autres pour l'harmonie de l'humanité. Parce que si on n'est pas au même piédestal, ben, il y aura de forts et il y aura de faibles. Non, non, non. Il faut donner la chance à tout le monde. Il donne à l'homme noir la chance. Il est allé le récupérer, le remettre sur le concert des nations, de façon à ce que et l'homme noir, et l'homme blanc, et l'homme jaune forment un tout pour l'amélioration de l'humanité. Et il promet à cette écriture-là la réalisation des inventions futures, soi-disant, soit plutôt les 3/4 des inventions scientifiques qui sont restées dans la réserve céleste. Merci beaucoup. Je préfère ne pas lire mon texte et présenter schématiquement ma contribution pour que après nous puissions avoir des échanges plus fructueux. Ma préoccupation, c'était de savoir est-ce qu'il y a une relation entre l'œuvre de Papa Simon Kimbangu et l'œuvre du professeur Cheikh Anta Diop. Pour ceux qui ne connaissent pas Cheikh Anta Diop, c'est un savant, c'est le plus important savant africain du XXe siècle, qui est né en 1923 au Sénégal, qui a fait plusieurs formations au Sénégal, mais surtout en France, et il a travaillé avec des grandes personnalités, dont Marie Curie, Julio et Marie Curie, qui sont à l'origine des sciences nucléaires en France. Alors, c'est pour savoir, est-ce que l'œuvre de Papa Simon Kimbangu a été étudiée ou est arrivée aux mains ou aux oreilles d'autres personnes en dehors du Congo? Parce que souvent, quand on parle de Papa Simon Kimbangu, on se rend compte que c'est vraiment cette région-là. Et j'aimerais aussi, à cette occasion, vous donner un témoignage. Il y a 7 ans, j'avais préfacé un ouvrage, Jésus l'Africain, les vrais secrets de Fatima. Et j'avais demandé à un professeur jésuite de lire ma préface afin de me conseiller. Le lendemain, en tout cas, à 8 heures, il était devant mon bureau. Moi, je commence à travailler à 9h, 9h30, jusqu'à tard. Et quand je suis arrivé, on me dit, il y a un monsieur qui vous attend depuis très longtemps. Alors, je dis, mais je n'ai pas de rendez-vous ce matin. Il dit, oui, il y a un monsieur qui arrive effectivement. Donc, je lui demande, mais professeur, qu'est-ce qui se passe que vous soyez là à cette heure ici? Il me dit, mais est-ce que tout ce que vous avez écrit sur ce monsieur-là, Simon Kimbangu, est-ce que ce n'est pas... c'est pas un rêve ou c'est... Je lui dis non, effectivement, Simon Kimbangu a existé. Il a parlé, il a prêché, il a été arrêté, il a été condamné, il est resté 30 ans en prison et il est mort. Mais son corps est encore intact. Et je suis très étonné que vous, qui avez une aussi grande culture, qui avez enseigné dans des grandes universités étrangères, qui avez même fait l'Institut grégorien de Rome,
donc en tant que savant, vous ignorez au Congo même l'existence d'un homme aussi grand. Vous voyez, donc c'est cette situation-là. Alors, en fait, dans l'Afrique actuelle, il y a deux grands courants, disons au XXe siècle, il y a eu deux grands courants qui se sont succédés. Le premier courant, c'est le panafricanisme. Alors, le panafricanisme a été développé à partir de 1900 par un Africain, donc un descendant d'Africain de Trinidad qui s'appelait Henri Sylvester, et qui a organisé une conférence. Et à ce moment-là, c'est dans cette conférence, et il voulait que les Africains du monde entier se réunissent. Et surtout, il posait déjà les problèmes du retour des anciens esclaves vers l'Afrique. À partir de 1900, en 1916, un autre de Jamaïque, que le papa a cité tout à l'heure, Marcus Garvey, entre en scène. Et lui, il va écrire un texte fondamental, Le monde noir. Et c'est le premier qui lancera l'idée selon laquelle l'Afrique aux Africains. Vous voyez déjà qu'il y a un travail qui va se faire. Donc, vous savez, en 1916, pour les kimanguistes, qu'est-ce qui s'est passé en 1916? Parfait. Donc, c'est en 1916. Et puis, vous voyez, en 1921, lorsque Papa Kimbangu parle, j'ai le texte ici, je ne vais pas dire que c'est de moi, tout ce qu'il va dire le 10 septembre 1921 va se réaliser. Mais pas seulement se réaliser, mais tout ce qu'il va dire, c'est ce que la plupart des grands leaders noirs, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient politiques, qu'ils soient aussi spirituels, vont prendre. Je vous en donne la preuve qu'en 1974 a paru à Oxford un livre posthume de Martin Luther King intitulé « Le prophète Simon Kimbangu et son Église ». Donc, Martin Luther King a abordé la question de la non-violence. Donc vous comprenez déjà que l'œuvre de Papa Simon Kimbangu était déjà connue ailleurs. Mais c'est aussi, quand on est dans la situation d'esclavage, de colonisation, il y a la peur. Et cette peur-là, d'ailleurs, nous autres, nous la vivons encore. Parce qu'il y a très peu de gens, surtout ceux qui ont fait les études, et les universitaires sont assez courageux pour aller parler de Papa Simon Kimbangu en public. Donc, nous avons cherché à savoir, est-ce que Papa Simon Kimbangu, l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, et l'œuvre aujourd'hui, le mouvement qu'on appelle la Renaissance africaine, conduite, donc amorcée, conceptualisée, systématisée par Cheikh Anta Diop, s'il y a une jonction. En fait, pour les personnes qui ont traduit le sermon de Banza Sanda, il y a deux choses qu'ils ont oubliées de préciser dans la conclusion. La première, c'est que Papa Simon Kimbangu avait conscience du panafricanisme. Il est un des pères fondateurs. Je vais lire un passage. Il dit ceci. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde. Donc, les traducteurs ont dit Zindombe Zazo. C'est pour dire que ce que le père fondateur du panafricanisme, dont Dubois, Marcus Garvey, Sylvester avait pensé, unir d'abord les Noirs, parce que esclaves, ils étaient faibles. Les unir d'abord, cette pensée-là, cette vision, le prophète Simon Kimbangu avait déjà cette vision qu'un peuple désuni est faible. Donc il fallait d'abord unir. Donc nous pensons que Papa Simon Kimbangu est un des pères fondateurs
du panafricanisme à partir du moment où il a pris conscience qu'il faut que lui, il a été envoyé, et il l'affirme, pour libérer les Noirs du Congo, mais aussi les Noirs du monde entier. Alors, qu'est-ce que la Renaissance africaine? En 1948, Cheikh Anta Diop, qui est né en 1923, a à peine 25 ans. Il arrive à Paris, il entre à la Sorbonne, et il publie son premier article dans une revue scientifique très très connue à l'époque, dénommée Les Musées Vivants. Cheikh Anta Diop écrit un article fondateur. Il pose cette question: quand pourra-t-on parler de la Renaissance africaine? Donc, le mot Renaissance africaine apparaît réellement avec Cheikh Anta Diop, et l'histographie africaine officielle, d'ailleurs, conserve la date donc, de novembre 1948 comme le début de ce mouvement qu'on va appeler la Renaissance africaine. Alors, qu'est-ce que la Renaissance africaine? En fait, depuis la période de l'Égypte ancienne, il existait une fête, plusieurs fêtes annuelles, comme nous allons faire pour Maman Mouilou, comme nous faisons pour nos papas chaque année. Quand leur date de naissance arrive, ils fêtaient ce qu'ils appelaient Ouhem Messout en égyptien ancien. Ça veut dire que c'est la fête des naissances. Donc, pourquoi ils fêtaient cela? Ils pensaient qu'en faisant ces célébrations, leur esprit, leur corps était régénéré. Ils prenaient une nouvelle force chaque année à cause de ces cérémonies-là. Et c'est la Renaissance. Vous savez aussi que l'Europe était dans une période difficile jusqu'au 15e, 16e siècle. Il y a tout un mouvement qu'on a appelé la Renaissance. Mais il consiste à quoi? Donc, relire les textes anciens, penser sur le présent, et puis envisager les futurs, mais sur une période très 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 longue. C'est-à-dire que quand on parle de Renaissance, on s'est dit qu'on était mort et on revient à la vie. La Renaissance, c'est le retour à la vie. Donc, ce qui nous a conduit à dire que dans ce que Papa Simon Kimbangu nous a laissé, il y a deux passages que je vais vous lire parce que le temps est très court. Il dit ceci: il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs: pouvoir spirituel, Kinzami, pouvoir scientifique, Kimazayu, et pouvoir politique, Kimayala. Je termine par une dernière citation. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un Longi, instructeur, enseignant, viendra avec mon retour pour écrire ces livres et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans Saint Longi qui préparera le peuple Congo, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faudra que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Donc, vous comprenez que l'arrivée de l'écriture Mandombe est une grâce. Les démonstrations qui étaient faites par mes prédécesseurs suffisent à montrer que c'est une chance. Et vous qui êtes dans cette salle, vous êtes des bienheureux. Parce que vous êtes là au moment où les choses importantes sont en train de faire. On se rend compte que Papa Simon Kimbangu, non seulement est fondateur du panafricanisme, cofondateur du panafricanisme, mais il a donné aussi, par cette dernière citation, les cadres dans lesquels, les signes, donc la Renaissance africaine, quand la Renaissance africaine, c'est-à-dire quand l'Afrique reviendra à la vie, elle aura les pouvoirs de décider spirituellement sur elle-même, pour elle-même, scientifiquement pour elle-même, et enfin politiquement pour elle-même.
Donc vous voyez que ces trois choses, la première phase, je pense que c'est en 2006 qu'il y avait les premiers colloques à Kinshasa sur donc la reprise de l'initiative culturelle au niveau spirituel. Il y a eu plusieurs colloques déjà en 1956, les premiers colloques des artistes et écrivains noirs à la Sorbonne. Nous avons fêté les cinquantenaires il y a 3 ans de cela. Donc le mouvement, l'arrivée du professeur Cheikh Anta Diop et l'accomplissement du deuxième mouvement de la prise de possession de ces pouvoirs scientifiques. Et je prendrai le temps au moment donc, des échanges pour préciser l'ensemble des travaux que le professeur Cheikh Anta Diop a menés pour voir que l'œuvre de Papa Simon Kimbangu est en train de s'accomplir. J'ai fini seulement par faire donner un tout petit exemple si vous me le permettrez. Vous me le permettez. Papa Adrien avait parlé de la symétrie concernant l'écriture Mandombe. Alors, vous devrez savoir que le terme lui-même, Mandombe, quand on dit Mandombe, les man veut dire ce qui est, ce qui appartient. Ndombe, ce qui appartient au noir. Mais si vous nous regardons aussi pour ce qui est de l'Égyptien ancien, la langue, l'alphabet était appelé Medouneter. Ça veut dire parole divine, parole sainte. Donc il y a une très grande similitude, une continuité entre l'Égyptien ancien, qui est aussi une des écritures de nos ancêtres, qui a permis aux autres peuples du monde d'avoir, soyez fiers, parce que c'est notre continent, c'est notre peuple qui a donné au monde l'écriture. Sans l'Égyptien ancien, il n'y aurait pas eu d'autre écriture. Et je vous remercie, je répondrai à vos questions. Merci beaucoup. On va aller assez rapidement pour faire passer les transparents. Et c'est à partir de ces transparents que nous allons faire quelques commentaires. Alors, le premier transparent, c'est celui-là. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut nous dire de quoi il s'agit, parce que d'autant plus que nous sommes en Belgique. Et si ça se trouve en Belgique, j'aimerais bien que ceux qui habitent la Belgique nous disent de quoi il s'agit exactement sur cette pièce qui est au tableau, qui est projetée. Oui. C'est l'os d'Ishango. Voilà, c'est l'os d'Ishango. L'os d'Ishango, vous savez, nous sommes là nous allons fêter le 50e de cet os d'Ishango qui a été trouvé par un géologue belge qui était parti faire des recherches au Congo, vers le Nord Kivu. Vous connaissez tous peut-être actuellement ce qui se passe sur le Nord Kivu, où il y a quand même ces derniers temps beaucoup de choses qui se sont passées. Donc cette personne, quand il est parti là, il a pu exhumer cet os. Quand vous le regardez bien, cet ancien os, vous voyez bien qu'ici en bas, il y a du quartz, il y a un caillou qu'on appelle le quartz qui a été encastré. Et l'importance de ça, c'est que pour nous les scientifiques, pour nous les géologues, hein, quand on a un os qui a pris du temps comme ça, on peut le dater. Et cet os qui est ici en Belgique est daté de 23 000 ans. Donc bien avant que tout ce qu'on peut nous dire sur l'origine de la Bible et des autres documents. Quelle est l'importance de cet os d'Ishango? Et tous les scientifiques qui ont effectué, maintenant on sait que l'origine des mathématiques se trouve sur cet os. Regardez bien les encoches qui sont là. On peut passer à notre deuxième transparent. Alors, ceux qui l'ont trouvé, on a pu l'étudier. On remarque que ces encoches-là, en fait, ont une certaine cohérence. Quand on les additionne, ils font 60, ils font 48, ils font 60 de l'autre côté, qui sont toujours des multiples de 12. Donc, de tous les chercheurs actuellement dans le monde entier, on sait que l'origine des mathématiques, en fait, provient du Congo, provient du Nord Kivu, provient
de cette zone d'Ishango, qui n'est pas loin, pour ceux qui connaissent le Nord Kivu, tout près des Butembo. Vous partez dans les zones qui est à l'origine du Nil, parce que le fleuve Semiliki, pour ceux qui connaissent cette région-là, où se trouve tout justement cet os qu'on a pris dans cette zone-là. Mais ce que je voudrais surtout insister par rapport au Mandobé, quand moi je regardais ce document, j'ai déjà présenté cet article, c'est la troisième fois, vous remarquez bien que les coupures qui sont ici, quand vous le regardez bien, vous enlevez les coupures, qu'est-ce que vous remarquez? On va remarquer que ce sont des briques en fait qui sont superposées les unes par rapport aux autres. Donc constructeur du temps qu'il a pu effectuer ce regroupement. La suite. Bon, si ce sont des briques, on peut lire, comme tout à l'heure, le 5 et le 2. On peut lire le Mandombe. Est-ce que le Mandombe a une origine de 23 000 ans? Pourquoi pas? Est-ce que le Mandombe a une origine de 23 000 ans, commençant au Congo? Pourquoi pas? Je vous dis, moi, en tant que géologue, je suis parti cette année et l'année dernière, et j'ai ouvert un département de géologie à l'université de Goma. La première année, j'avais 7 étudiants. La deuxième année, ils se sont afflués. La troisième année, actuellement, j'ai été